Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons détailler la syntaxe des diagrammes de séquence et voir comment on peut les utiliser en phase de conception. On a vu qu'on pouvait déjà utiliser des diagrammes de séquence pendant la phase d'analyse pour décrire des scénarios d'utilisation du système. Les diagrammes de séquence d'analyse sont très simples, ils sont linéaires, et ils montrent les interactions entre les utilisateurs et le système vues de l'extérieur du système. En phase de conception, on va utiliser les diagrammes de séquence pour décrire le fonctionnement interne du système, qui est lié à la réalisation des cas d'utilisation. On va montrer quels sont les échanges de messages et les appels d'opérations entre les objets qui vont permettre au système de répondre à une sollicitation de son environnement. Pour faire ça, on va s'appuyer sur le diagramme de classe qu'on a pour l'instant du système et qui ne comporte pas d'opérations. C'est en réfléchissant aux opérations internes nécessaires pour réaliser les cas d'utilisation que l'on va ajouter des opérations au diagramme de classe. Un diagramme de séquence, ça montre les interactions entre d'une part les acteurs du système, c'est-à-dire ses utilisateurs et son environnement, et d'autre part le système lui-même, représenté comme un ensemble d'objets, c'est-à-dire des instances de classe. Les messages qui sont échangés peuvent être des opérations liées au cas d'utilisation ou des opérations internes qui appartiennent aux classes du système. Les échanges de messages sont représentés de manière chronologique de haut en bas. Alors on suppose qu'on a déjà établi un diagramme des cas d'utilisation du système et un premier diagramme de classe représentant les classes d'intérêt du système avec au moins leurs attributs. On va alors essayer de décrire les interactions internes au système qui se produisent lorsqu'un acteur déclenche un cas d'utilisation donné. C'est ça qu'on appelle la réalisation des cas d'utilisation. Un premier problème technique auquel on est confronté, c'est que le système est un ensemble d'objets et qu'un acteur ne sait pas interagir directement avec des objets. Il faut une interface qui permette à l'utilisateur d'envoyer des messages au système et de comprendre ses réponses. Donc ça peut être une interface textuelle, web, des boutons et des signaux lumineux, etc. Cette interface, elle va être représentée elle-même par un ensemble de classes qui vont être chargées de traduire les informations données par les acteurs au système et d'encapsuler les retours du système pour qu'ils soient compréhensibles par l'utilisateur. Ces classes d'interface vont communiquer avec des classes particulières du système, qu'on appelle classes de contrôle, qui vont être chargées de distribuer les tâches au sein du système et de récupérer les résultats pour en faire part à l'interface. Alors le contrôle n'est pas forcément centralisé, c'est qu'un exemple ici pour montrer que les acteurs ne communiquent pas directement avec le cœur du système, mais qu'il y a des couches intermédiaires qui permettent cette communication. Grâce à ces classes intermédiaires d'interface et de contrôle, on peut décrire toutes les étapes du cas d'utilisation utilisé qui apparaît dans le diagramme de cas d'utilisation en haut à gauche. L'acteur saisit quelque chose au clavier, qui est transmis à la classe interface, puis à la classe de contrôle. La classe de contrôle appelle une opération sur un objet de la classe 1, qui appelle une opération de la classe 2, puis renvoie à quelque chose qui sera finalement affiché sur l'écran, etc. On va détailler dans la suite la syntaxe des diagrammes de séquence, et puis on finira sur un exemple concret d'utilisation en phase de conception. En phase de conception, les diagrammes de séquence montrent des échanges de messages entre des instances des acteurs et une instance du système. Comme on l'a déjà vu dans les diagrammes d'objets, les instances d'une classe sont notées nom de l'instance, nom de la classe et souligné. C'est la même chose pour les acteurs, Jean est le nom d'une instance du rôle 1. Les lignes de vie de chacune des instances sont verticales et à suivre de haut en bas. Les messages apparaissent sur des flèches au trait plein et des flèches au trait pointillé. Le trait est plein lorsque le message est un appel d'opération ou le déclenchement d'un cas d'utilisation. Il est pointillé lorsqu'il s'agit d'un message de retour, d'une réponse ou d'une réaction d'un objet. On a donc le plus souvent entre deux instances un appel d'opération en trait plein, puis plus tard la valeur de retour de cette opération sur un trait pointillé. On peut faire apparaître sur une ligne de vie le fait qu'un objet soit occupé par l'exécution d'une opération, avec un rectangle blanc qui commence au moment de l'appel de l'opération et qui se termine en même temps que l'opération. Il y a deux sortes de messages que des objets peuvent s'envoyer, des messages synchrones et asynchrones. Si la communication entre deux objets est synchrone, ça veut dire que les objets se synchronisent grâce aux messages qu'ils s'envoient. Ici, le guichet automatique bancaire GAB demande à la banque de vérifier le solde d'un compte et attend la réponse de la banque pour pouvoir continuer son exécution. Entre-temps, l'exécution du guichet est bloquée, il ne peut rien calculer, ni recevoir, ni envoyer. Dans ce cas, l'exécution globale du système est séquentielle. Un seul objet est en cours d'exécution à la fois. Un message synchrone est représenté par une flèche dont la pointe est triangulaire pleine. Si la communication, au contraire, entre deux objets est asynchrone,
Ça veut dire que l'exécution du système est distribuée entre les objets. Ici, l'ascenseur demande au voyant de s'allumer, mais n'attend pas de savoir s'il s'est réellement allumé pour continuer son exécution. D'ailleurs, le voyant n'informera pas forcément l'ascenseur qu'il s'est allumé, si ce n'est pas une information nécessaire pour l'ascenseur. Ici, les exécutions de l'ascenseur et du voyant se font en parallèle, l'envoi du message allumé n'est pas bloquant pour l'ascenseur. On représente un message asynchrone par une flèche dont la pointe est ouverte. Alors dans ce cours, on utilisera seulement des messages synchrones, parce qu'on prendra des exemples de programmes standards qui s'exécutent séquentiellement. Le deuxième type de message, ce serait utile si on voulait décrire des exécutions de programmes qui contiennent des threads par exemple. Les messages entre les objets sont des appels d'opération, un cas particulier étant un appel de constructeur. Ici, aucune session n'existe avant que la page web appelle le constructeur de la classe session. On voit que l'instance de session qui est créée apparaît au bout de la flèche portant l'appel du constructeur, puisque cette instance est créée par cet appel. Un constructeur renvoie nécessairement l'instance qui vient d'être créée, d'où le retour de l'objet nowSession. La destruction d'un objet, lorsqu'on a besoin de la rendre explicite, se note par une grosse croix mettant fin à la ligne de vie de l'objet. Un type de message particulier, c'est un appel d'une opération interne à une classe. S'il est nécessaire de le faire apparaître, on utilise simplement une flèche qui pointe vers l'instance elle-même, en décalant légèrement les rectangles d'exécution pour que ce soit lisible. Dans les diagrammes de séquence de la phase de conception, on va parfois aller au-delà d'une description linéaire des scénarios et utiliser des constructions qui permettent de représenter des algorithmes. Par exemple ici, on a besoin de décrire ce que fait l'ascenseur dans le cas où l'étage demandé est l'étage courant et dans le cas inverse. On voit qu'on peut préfixer un message d'une condition entre crochets pour préciser le contexte dans lequel le message est envoyé. Donc ici, si l'étage demandé est l'étage courant, on demande aux portes de s'ouvrir, sinon on demande à la cabine de se déplacer jusqu'à l'étage demandé. On a donc besoin de deux diagrammes pour représenter ces deux cas, si on ne s'autorise que des scénarios linéaires. On peut en fait faire un seul diagramme qui contiendra les deux alternatives en les mettant dans un bloc appelé alt et en les séparant par un long trait en pointillé. Les conditions sont alors reportées sur le côté du bloc et le diagramme est un peu plus lisible que les deux précédents. De la même manière, on peut avoir besoin de représenter des boucles. On peut le faire simplement grâce à une note, ou bien on peut utiliser un bloc appelé loop pour encadrer les messages qui doivent être répétés, en précisant dans loop les objets qu'il faut parcourir. Donc par exemple ici, pour tous les livres du catalogue, on va appeler l'opération premier auteur. Alors ces deux notations alt et loop sont très pratiques, mais comme d'habitude avec les diagrammes, seulement lorsqu'elles améliorent la lisibilité du diagramme. Quand les notations commencent à s'imbriquer, elles deviennent vite très lourdes et en fait on en perd l'intérêt. Si on veut décrire un algorithme un peu long et compliqué, il vaut bien mieux utiliser du pseudocode que des diagrammes de séquence. Une dernière notation qui allège les diagrammes, c'est celle des blocs de référence. Donc pour ne pas surcharger un diagramme ou pour ne pas répéter un morceau de diagramme, on peut insérer un bloc, appelé ref, faisant référence à un diagramme qui sera décrit par ailleurs. On voit qu'on peut montrer quels objets sont concernés par les messages du bloc, en l'étendant plus ou moins, mais ce n'est pas obligatoire. Alors maintenant qu'on a vu les éléments de syntaxe principaux, on va voir comment utiliser les diagrammes de séquence en phase de conception. Alors on prend l'exemple ici d'un système de gestion de compte bancaire, et on considère le cas d'utilisation effectuer un virement personnel que peut déclencher un employé de la banque et pas le client lui-même. On a en haut à droite un diagramme de classe pour ce système avec trois classes d'intérêt, client, compte et virement, et leurs attributs. En phase d'analyse, on a identifié que pour qu'un employé effectue un virement personnel pour un client, il lui faut l'identifiant de ce client, les deux numéros de compte source et destination du virement, ainsi que le montant du virement. Si le virement est réussi, on renvoie tout simplement true. En phase de conception, on va essayer de détailler ce qui se passe à l'intérieur du système lorsque l'employé déclenche le cas d'utilisation effectué virement. Comment ce cas d'utilisation est réalisé concrètement par le système décrit par ce diagramme de classe. Alors ici on simplifie l'interface et le contrôle du système à une seule classe qu'on appelle SGB et qui peut communiquer avec n'importe quelle classe du système. Alors pour effectuer un virement, il faut tout d'abord vérifier que l'identifiant qu'on a en argument correspond bien à un client, et récupérer l'objet client correspondant. Ensuite, il faut chercher parmi les comptes de ce client ceux qui correspondent au numéro passé en argument. Puis il faut créer l'objet virement entre ces deux comptes et effectuer concrètement le virement en modifiant le solde des deux comptes. Alors ces deux dernières étapes peuvent être effectuées dans l'ordre qu'on veut, on pourrait même déléguer la réalisation du virement au constructeur de la classe virement. Le virement serait créé et effectué en même temps. On a plusieurs solutions.
On voit qu'ici j'ai utilisé des blocs de référence, ça me permet de réfléchir d'abord aux grandes étapes du diagramme de séquence pour pouvoir les raffiner par la suite. Pour chacun des blocs de référence, on va détailler les interactions qui sont nécessaires à sa réalisation. On commence par chercher le client qui correspond à l'identifiant passé en argument. Donc pour ça, il faut parcourir l'ensemble des objets clients existants dans le système et trouver celui qui a cet identifiant. A priori, aucune des 3 classes d'intérêt du système ne connaît l'ensemble des clients de la banque. C'est typiquement une opération appartenant à une classe de contrôle du système. Donc ici, ce sera une opération de SGB. On va donc avoir besoin d'une opération chercher client dans la classe SGB, qui prend en argument un entier qui est censé être un identifiant, et qui renvoie l'objet client dont c'est l'identifiant s'il existe. Alors on ne parle pas de ce qui se passe dans le cas où l'identifiant n'existe pas, puisqu'on est en train de décrire un scénario précis où le virement va réussir. On ne montre donc que le comportement qui nous intéresse pour ce scénario. Ensuite, on va pouvoir utiliser cet objet client pour chercher les comptes dont les numéros sont passés en argument de effectuer virement. Plutôt que de chercher parmi tous les comptes de la banque, on va chercher seulement parmi les comptes du client qu'on vient de trouver. Le diagramme de classe nous dit bien qu'un client connaît l'ensemble de ses comptes puisqu'il y a une association entre les classes client et compte. Donc on pourra facilement définir une opération compte qui prend en argument un entier et qui renvoie, s'il existe, l'objet compte qui porte ce numéro parmi les comptes du client. Ici, on obtient les deux comptes C1 et C2. On va ensuite créer un objet virement, c'est-à-dire appeler le constructeur de la classe virement. Les arguments dont on a besoin pour créer un virement, si on regarde la classe virement, ce sont les comptes source et destination et le montant à transférer. La date va être automatiquement calculée par le système. On appelle alors le constructeur de la classe virement avec les comptes C1 et C2 et le montant MNT passé en argument de effectuer virement. Ça crée un objet virement qui est renvoyé à SGB. Pour effectuer le virement, on a plusieurs solutions, comme je disais tout à l'heure. Le virement pourrait être automatiquement effectué dès sa création, c'est-à-dire pendant l'exécution du constructeur, ou bien comme j'ai choisi de le faire ici, on peut décider d'avoir une opération effectuée dans la classe virement qui va faire le transfert du montant d'un compte à l'autre. On va donc appeler l'opération effectuée de la classe virement sur l'objet virement qu'on vient de créer. Cette opération va appeler deux opérations qu'on peut facilement définir dans la classe compte qui sont retirer et déposer un montant. On retire le montant du compte C1 et on le dépose sur le compte C2. Les valeurs true renvoyées sont là pour montrer que tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème de plafond, d'autorisation, de montant, etc. Donc voilà une façon de réaliser le cas d'utilisation effectuer un virement personnel. On a eu besoin de déclarer plusieurs opérations qu'on va maintenant ajouter au diagramme de classe avec leur profil, c'est-à-dire le type de leurs arguments et de leurs résultats. En plus des opérations, on a aussi ajouté la classe de contrôle SGB qui contient l'opération effectuer virement P qui correspond au cas d'utilisation et l'opération chercher client dont on a eu besoin pour parcourir l'ensemble de tous les clients. Cette classe n'a qu'une seule instance, elle est reliée à tous les clients pour pouvoir chercher un client et probablement aussi à tous les comptes pour d'autres cas d'utilisation. Donc la démarche maintenant, ce serait de réaliser tous les autres cas d'utilisation du système sur le diagramme de classe de manière à ajouter toutes les opérations nécessaires au fonctionnement du système. Alors il serait peut-être nécessaire, au fur et à mesure où on construit les diagrammes de séquence, de modifier ou de regrouper des opérations qui seraient déjà déclarées, parce qu'on va se rendre compte qu'on les utilise avec des profils différents, mais qui sont compatibles, ou alors qu'on peut généraliser des cas particuliers, etc. Quelques conseils pour finir et quelques bonnes pratiques des diagrammes de séquence en phase de conception. Alors premièrement, les messages entre les acteurs et l'interface doivent, comme en phase d'analyse, toujours être liés au cas d'utilisation. Les arguments sont nécessairement simples et en particulier jamais des objets. Les messages internes au système par contre sont entre les classes du système, donc là ce sont des opérations du diagramme de classe. Elles peuvent donc prendre en argument ou renvoyer des objets si besoin. Et dernière chose, attention, lorsqu'il y a un message entre un objet A et un objet B, avec un appel d'opération, l'opération se trouve dans la classe B et l'objet B en est un argument implicite.